Un voyage ou une aventure, je pense que c'est la confrontation à un autre, soit à une autre culture, à un autre espace, qui bouleverse profondément les choses, qui nous remet en question, qui remet en question justement toutes les grilles qu'on avait d'appréhension du monde et dont on ressort certainement enrichi de s'être aiguisé un peu les sens, mais surtout d'avoir permis de dépasser sa petite frontière étroite culturelle dans laquelle on est tous plongés, sans s'en rendre compte forcément, et c'est intéressant de secouer un petit peu tous nos préjugés et toute notre grille culturelle. Bonjour, c'est Anne-B. Tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Ta mission ce jour, te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Écoute des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc si ce podcast te plaît, parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau ça ? Toutes les explications sont sur storylifique.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Alors, je compte sur toi. Aujourd'hui, on va parler d'un ovni qui tourne depuis quelques mois avec succès et bonheur dans les festivals d'aventure et qui sera projeté au festival Into the Wild, info dans les notes. C'est un ovni car si son titre c'est l'aventure, ce n'est pas du tout l'aventure à laquelle on est habitué qui en est le sujet. Dans cet épisode, je suis très heureuse de te mettre entre les oreilles la voix de Marianne Shaw, anthropologue et réalisatrice. Spécialiste des tribus nomades du Ladakh, cette briançonnaise a vu, comme toutes les personnes de sa région, arriver des migrants par la très dangereuse route des montagnes, route qui a coûté la vie d'ailleurs à plusieurs d'entre eux. C'est de ces deux aventures dont on va parler aujourd'hui, celle lointaine d'une vie parmi les nomades des régions himalayennes et celle des aventuriers héroïques mais si peu connus et encore moins reconnus, les migrants. Changement de regard en perspective pour un épisode tout en philosophie. Bonjour Marianne Shaw. Bonjour. Alors si tu veux bien, on va commencer par détailler un peu ton parcours et on terminera donc en parlant plus longuement de ton dernier film qu'on va avoir la chance de découvrir en Belgique au festival Into the Wild qui se déroulera à la Sucrerie à Wavre les 9 et 10 mars et à Bruxelles à Volubilis les 16 et 17 mars. Alors tu es anthropologue et ta thèse de doctorat portait sur la région himalayenne du Ladakh où tu as vécu à mi-temps pendant 12 ans. Alors ça c'est déjà passionnant, donc j'aimerais qu'on s'y attarde déjà sur ta formation d'anthropologue. Comme je venais de te le dire avant qu'on commence à enregistrer, je me dis souvent maintenant, tiens, si j'avais pas fait les études que j'ai faites, j'aurais voulu faire anthropologie. Oui, anthropologie, c'est vraiment une formation qui, moi, m'a extrêmement construite en tant qu'être humain. En fait, pour arriver à comprendre un peu mieux quelle est notre place à chacun, quelles sont les grilles culturelles aussi qui font qu'on voit le monde d'une façon particulière et qu'on pense être la seule, ou en tout cas la plus légitime. Et en fait, on se rend compte qu'il y a 1000 façons de voir le monde et que on n'est pas des êtres humains qui sommes des individus. En fait, on est des êtres humains qui appartiennent à des groupes sociaux, à des groupes culturels. On a besoin de ces groupes pour vivre. Et moi, ça m'a vraiment passionnée de voir justement quelle était la place de l'individu dans ces groupes et comment on arrivait à avoir un libre arbitre ou pas, comment on arrivait à s'imaginer nos vies indépendamment justement de ces grilles culturelles ou en faisant avec ces grilles culturelles. Et moi, ça a été, je continue à être anthropologue au quotidien, on va dire. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui était au départ un peu un prétexte. C'était, en fait, je rêvais d'Himalaya d'une façon un peu naïve, je pense, un peu innocente. Et j'avais envie de m'immerger dans ces terres himalayennes, non pas en marchant uniquement ou en faisant de l'alpinisme ou en prenant uniquement des photos, mais en essayant de comprendre vraiment qui étaient ces gens-là et comment ils rêvaient, à quoi ils pensaient, comment ils se comportaient par rapport à leur environnement naturel, à leur environnement social. Et donc, ça m'a intéressée de m'immerger pendant des mois et des mois et des mois. Donc, effectivement, pendant 12 ans, j'ai vécu la moitié de l'année là-bas. Et Et parlais d'apprendre, même cette langue. c'est ça, voilà. Il a Ouais. fallu apprendre la langue.
et puis commencer à rêver en Zanskari, quand on passe 6 mois dans ces montagnes himalayennes, sans contact avec d'autres Français ou avec d'autres Occidentaux, et qu'on est vraiment chaque jour avec les villageois, à travailler avec eux, à préparer la cuisine, à être dans les champs, etc. Au bout d'un moment, on ne devient pas comme eux, évidemment, mais on s'approche quand même extrêmement de leur façon d'envisager la vie. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette expérience là-bas? Ah, tout était marquant en fait, et moi j'ai l'impression que ces aventures d'immersion, elles sont aussi très très organiques en fait. C'est aussi par le corps qu'on reçoit beaucoup tous les signaux, tout l'environnement. C'est avec le corps aussi que on habite un espace particulier. Donc là, c'est un espace de très haute altitude, extrêmement désertique, avec une lumière très particulière, un air qu'on respire qui est extrêmement particulier. Il y a toutes ces odeurs, évidemment. On vit l'hiver dans la fumée, avec les bêtes. Il y a les odeurs de beurre. Au printemps, il y a les odeurs de toutes ces fleurs qui commencent à pousser, toute cette herbe. Et ensuite, cette odeur aussi que moi j'ai adoré, l'odeur des moissons, quand on moissonne l'herbe, et qu'en fait on se rend compte qu'il y a une diversité d'espèces florales incroyable, et qu'on a les mains, parce qu'on moissonne à la main, on a les mains qui sentent ces odeurs-là. Donc toutes ces choses-là, et évidemment les relations avec les gens, c'est ça qui, moi, a toujours guidé tous mes choix, et d'ailleurs encore aujourd'hui avec les documentaires. Moi, ce qui me passionne, c'est de m'approcher au plus près d'êtres humains qui apparemment n'ont rien à voir avec moi, et en fait de m'en sentir extrêmement proche et d'établir une relation vraiment, on va dire, à égalité, où à la fois j'apprends d'eux, mais ils apprennent de moi aussi. On échange et on se questionne ensemble. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain aujourd'hui sur cette planète? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la place qu'on veut prendre? Qu'est-ce que c'est la marque qu'on veut donner? Quelles sont les relations qu'on veut construire? Et c'est vrai que dans ces villages himalayens, ou qui sont des tout petits villages, en fait, il y a souvent une trentaine, une quarantaine de maisons. Donc, quand on passe 6 mois dans un village, à la fin, on connaît absolument tout le monde. Et il y a une vie sociale qui est très très riche. Tous les matins, les habitants se réveillent et se retrouvent presque immédiatement à l'extérieur ou chez les uns, chez les autres. Et on sait qui a bien dormi, qui a fait un cauchemar, qui a eu un enfant qui a eu de la fièvre, etc. Et en fait, il y a une vie commune qui, moi, m'a complètement bouleversée. Parce que j'habite dans un petit village aussi, mais qui est un village maintenant qui est devenu une station de ski. Il y a une vie sociale extrêmement pauvre, malheureusement, comme dans beaucoup de villages français, je pense. Chacun reste beaucoup chez soi. Et là, d'être dans une communauté qui s'entraide en plus pour pouvoir survivre dans des conditions extrêmement difficiles, de grande altitude, de désert, etc., m'a révélé toute la richesse aussi du groupe. Et moi, j'ai toujours fait partie. À partir du moment où je m'installais pour quelques mois, j'étais prise en charge par ce groupe. Et il pouvait rien m'arriver. Et je faisais partie d'un collectif pour un temps. J'étais pas exactement comme eux, mais j'étais acceptée et protégée et en relation presque osmotique avec ce groupe. Et ça, je pense que c'est la chose qui m'a le plus marquée. On a beaucoup perdu avec l'individualisme à l'occidental. En tous les cas, il faut être extrêmement fort, je pense, mentalement, quand on pense qu'on est seul, ou quand on ressent qu'on est seul et que on peut pas vraiment compter sur les autres. Il faut être extrêmement fort. On est plus dans quelque chose de l'ordre de la protection, de la peur, de la méfiance. On meurt plus jeune quand on est seul. C'est un facteur de risque. Oui, oui. Et puis d'inquiétude dans tous les cas, ou de troubles mentaux, j'imagine. Et moi, je sais que toutes les fois où il a fallu que je revienne, et je suis toujours revenue, ça a été extrêmement dur de me retrouver tout d'un coup individu, atterrissant à Paris,
et sachant que je pouvais pas nécessairement compter sur les autres comme je pouvais compter sur les autres dans ces petits villages ou dans ces monastères ou dans ces campements de nomades en Himalaya. Ouais. Ouais, oui, ça me parle parce que, écoute, moi, c'est vraiment juste, moi, j'habitais un petit village, mais attends, 50, c'est énorme pour moi. Il y a 12 maisons dans mon village. Moi, je suis en ville la semaine, mais je remarque que je me sens beaucoup moins isolée dans mon petit village où il y a presque personne. Mais à tout moment, on peut aller frapper à n'importe quelle porte si on a besoin de quelque chose. Il y a une solidarité qui est là. Il y a vraiment un esprit de village. On aime bien faire une fête de village encore et tout. Et ici, non, t'as l'impression que tu déranges tout le monde, en fait, dès que tu es en ville. Donc, je me dis, bah, c'est la même chose partout de ce côté-là. Les petits groupes. Non, moi, je trouve que, enfin, voilà, moi, je suis une grande fan de ce genre d'ambiance. Quand il y en a qui disent non, chacun chez soi, machin, mais je trouve on y a perdu beaucoup aussi. Bon, pas ça n'engage que C'est moi. Lévi-Strauss qui disait qu'une société idéale, c'est une société de 300 personnes. C'est-à-dire que Mhm. quand il y a un groupe de 300 personnes, le groupe s'autorégule et s'autosurveille. On n'a pas besoin de police, on n'a pas besoin de prison, on n'a pas besoin De milliers de lois. de milliers de lois. Il y a des Mhm. lois qui sont là, mais qui Ouais. sont que chacun porte de façon naturelle, on va dire. Et il y a une solidarité qui est possible. Évidemment, avec des sociétés qui sont beaucoup plus grandes, des groupes qui sont beaucoup plus grands, la solidarité devient plus abstraite, les règles deviennent plus abstraites, elles viennent de l'extérieur, elles sont moins assumées, etc. Mhm. Et ça nous donne évidemment une autre position. Mais je pense que c'est aussi nos sociétés extrêmement capitalistes qui nous font croire que le bonheur, c'est d'être seul et de réussir soi-même sa vie, et qui nous font croire qu'une vie réussie, on la doit qu'à soi-même, etc. Et tout le lien est un peu gommé de tout ça, alors que moi, je ressens en tous les cas que la seule chose qui me fait vivre et la seule chose qui m'intéresse et qui me nourrit et qui me rend meilleure c'est la relation à l'autre. C'est la seule vérité ou la seule quête que j'ai en tous les cas dans mon parcours de vie. Ah, très juste. Mais on vend beaucoup plus de choses à des gens qui pensent qu'ils doivent être autosuffisants et donc avoir leur propre outil pour chaque chose qu'ils n'utilisent qu'une fois tous les 2 ans. Oui. Non. Tu as fait donc tu as filmé la nuit nomade, entre autres, qui est des questions sur un exil vers les villes justement, hein, où on voit ce tiraillement entre les parents plus âgés qui eux n'ont vraiment pas envie de quitter, leurs enfants, donc qui sont eux-mêmes parents, qui ont envie d'assurer un avenir meilleur à leurs enfants et qui sont tiraillés entre le fait de ne pas vouloir laisser les parents, savoir qu'en plus, ben, ils vont risquer d'être juste maçons, ne possédant rien s'ils vont en ville. Et tu as très bien décrit ce tiraillement qui est bien loin de parfois les idéaux néo-ruraux en disant tiens, nous on va retourner vers les montagnes. Je crois que là, évidemment, le juste milieu, il est entre les deux, mais tu peux nous parler de cette tension qu'ils vivent et comment ils la vivent? Oui, donc là, on est sur les hauts plateaux qui sont vraiment à la frontière tibétaine, à 4500 mètres d'altitude, le point le plus bas, grosso modo. Donc très souvent à 5000 mètres d'altitude quand on va garder les troupeaux. Donc c'est une petite communauté qui reste là, qui autrefois il y avait 100 familles de nomades qui vivaient ensemble sous la tente toute l'année et qui se déplaçaient au gré des aires de pâture. Et maintenant ils sont plus qu'une dizaine. Et ça devient extrêmement compliqué, évidemment, pour ceux qui restent, parce qu'ils sont moins nombreux, donc l'entraide est plus compliquée. Et puis, ils sont extrêmement tentés pour rejoindre la ville, ses hôpitaux, ses écoles, sa chaleur, son confort de vie, ses magasins, etc. Sachant que leur richesse vient de l'élevage des chèvres pashmina qui font ce cachemire extrêmement doux et recherché en Occident et qui leur permet malgré tout de gagner relativement bien leur vie et que s'ils partent à la ville, ils deviendront les petites mains de la mondialisation, c'est-à-dire qu'ils seront des des métiers extrêmement bas dans l'échelle sociale, très mal payés, très mal considérés. Ils deviendront un peu les pauvres de la mondialisation. Et j'avais envie de placer ma caméra encore une fois au plus proche de ce dilemme et sans être ni idéaliste d'un monde en train de disparaître et sans pouvoir moi-même me positionner en pensant que c'était bien qu'ils partent. Donc il y a ce moment dans le film où Tundoup, qui est un berger d'une 60aine d'années, qui lui veut absolument rester,
me dit maintenant que nous sommes amis, dis-moi qu'est-ce que tu ferais à ma place? Est-ce que tu partirais ou est-ce que tu resterais? Et moi, je lui réponds, mais je peux pas te répondre. Parce que, évidemment, que j'avais envie de lui dire, reste, j'ai pas envie que tu deviennes un clochard à la ville. Mais, évidemment que moi, je ne supporterais pas de vivre toute l'année sur ces hauts plateaux qui sont vraiment, vraiment très hostile. L'hiver est vraiment extrêmement rigoureux. Il y a beaucoup de neige. Il peut faire moins 40 degrés. Ils ont des conditions de vie qui sont très, très, très précaires. Donc, ils souffrent aussi beaucoup. Le corps souffre beaucoup et est très sollicité. Et donc, ce film, j'avais envie qui montre un peu ce dilemme et qui montre ce libre arbitre dont je parlais précédemment. Est-ce que c'est chacun qui peut décider pour soi-même ou est-ce que finalement la fuite de tous les autres va pas condamner toute la communauté? Et c'est pas parce que Tundu n'a pas envie de rester qu'il va pouvoir le faire finalement. Si tout le monde part, lui-même sera obligé de partir. Et on est nous-mêmes coincés dans des choses un petit peu comme ça dans nos sociétés, dans des choix qui n'en sont pas vraiment. On a l'impression d'être très libre, mais finalement on est obligé de se conformer à ce que font les autres et on suit souvent les mouvements. C'est très compliqué d'être totalement à rebours et d'être totalement rebelle. Et du coup, ça m'intéressait en fait que ce qui leur arrive à nous permette de questionner aussi ce qui se passe chez nous. Et nous-mêmes, on a évidemment quitté... Tu as fait un très chouette lapsus parce que tu t'es tellement impliquée dans ça. Tu as dit ce qui leur arrive à nous. Ah oui. Tu as essayé de te dissocier, puis pouf, tu t'es remise dedans. Bien sûr. Mais c'est ça, c'est que c'est exactement la même chose. Nous-mêmes, qui aurait... Moi, je viens d'un petit village qui était autrefois paysan et agricole et où les gens vivaient uniquement de ça. Et je suis très contente qu'il n'y ait pas... une anthropologue américaine qui soit venue dans mon village quand j'étais petite en me disant mais toi il faut que tu restes au champ et tu vas pas aller étudier en ville et tu vas pas aller vivre à Paris et tu ne partiras pas en Himalaya. Moi je sais que tout mon parcours a été justement un parcours d'ouverture, de voyage, j'allais dire de fuite, mais oui à un moment moi il a fallu fuir ma montagne natale pour me confronter au monde. Et ça m'a pris beaucoup d'énergie et ça a été extrêmement constructif. Et donc, je peux pas maintenant conseiller à quelqu'un qui habite dans des hautes montagnes himalayennes de rester dans son petit village parce que il sera mieux. Je sais que c'est faux et que c'est une grande question, mais justement, il y a pas de réponse très simple. Tu as eu l'occasion de suivre des gens qui étaient retournés à la ville et ce que est devenu leur vie Oui, après bien un sûr, an ou oui, deux. je les ai revus même il n'y a pas longtemps. Je suis retournée au mois de septembre au Ladakh, après un long gap où je n'y étais pas allée. Et je suis retournée voir Dolma et Toldan, qu'on voit dans mon film, qui sont ce jeune couple qui décide de partir à la ville pour suivre leurs enfants qui sont à l'école. Et qui sont très très heureux de ce choix. Ils vivent dans une petite maison que moi je trouve pas très belle, dans un environnement que je trouve pas très beau, mais ils ont chaud, ils sont bien, ils sont entourés de d'autres anciens nomades qui étaient avec eux sur les hauts plateaux du Karnak et ils travaillent. Toldan comme conducteur de camion pour l'armée. Dolma, elle s'occupe plutôt de la laine pashmina, justement, de filer du Cachemire. Et ils sont très heureux. C'est plus du tout les nomades. Ils ont plus du tout. Moi, j'avais l'impression quand ils étaient nomades qu'il y avait quelque chose qui était complètement immense, qui irradiait d'eux dans cet environnement, qu'ils étaient vraiment en osmose avec ce lieu et que il y avait quelque chose vraiment très très vaste. Et là, j'ai l'impression que c'est une vie qui est un peu plus à l'étroit et puis ils ont pas ce panache qu'ils avaient. Ils sont considérés comme un petit couple un peu précaire qui habite dans la banlieue de Leh. Donc habillés un petit peu comme des gens de Leh mais un peu moins bien. C'est voilà, ils sont plus exactement eux-mêmes, ils singent quelque chose enfin non, c'est pas qu'ils singent, mais ils essaient de s'adapter à quelque chose qui n'était pas eux précédemment et ils y arrivent, hein, mais moi ça me fait évidemment moins rêver. Eux sont très très heureux. Oui. Et notre amitié est là quoi qu'il arrive et on passe toujours du temps ensemble et on s'appelle beaucoup. L'amitié elle a survécu à tous ces changements évidemment.
Est-ce qu'il rit toujours autant? Parce qu'il rit beaucoup dans ton documentaire. Oui, 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 ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve à travers tout le Ladakh et même dans n'importe quel coup de fil, on va passer la moitié du temps à éclater de rire. Et on éclate de rire aussi pour tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire que Tunduk peut me dire qu'il vient de perdre toutes ses dents, qu'il lui en reste plus une seule, parce qu'il est vieux, et ça va le faire éclater de rire, et moi aussi. Et des choses, on peut rire aussi de choses qui sont pas forcément extrêmement drôles, mais c'est une façon, je pense, c'est plus qu'une politesse, c'est une façon d'envisager la vie de façon plus légère et de se débarrasser de quelque chose de trop lourd, de trop sérieux. Le cynisme n'existe absolument pas chez Oladak. J'ai jamais croisé de cynisme. On prend les choses, la légèreté qui permet de se détacher, qui nous pourrait parfois être du cynisme, justement cette petite prise de recul avec le réel, ce petit pas de côté parce que des fois le réel est difficile, ça peut conduire à du cynisme ou ça peut conduire à des éclats de rire qui sont en plus souvent contagieux et on rit beaucoup dans les assemblées, on rit tout le temps. C'est une façon de se lier aussi. C'est quelque chose. C'est pour ça que je parlais un peu de politesse, mais ça va plus loin que ça. Mais dans un groupe, on apprécie les gens qui sont de bonne humeur et qui rient, etc. Je parle, pardon, je parle au Ladakh, hein. Et ce qui est extrêmement mal vu, c'est des gens qui sont colériques. Ça, c'est vraiment quelqu'un de colérique qui menace le groupe. Et il va être il va être très critiqué. Quelqu'un qui se met en colère, qui n'arrive pas à gérer ses émotions ou impulsions négatives, parce que peut-être qu'il fragilise quelque chose de l'ordre de la paix de la communauté ou quelque chose comme ça. Ouais, j'ai beaucoup aimé ces rires parce que je t'avoue que moi je rigole beaucoup aussi pendant mes podcasts. Je passais un temps fou au montage à couper de certains de mes rires. Je me dis, il y en a trop, il y en a trop. Ah oui. J'ai là des rires, je vais couper, je silence mes rires. Et donc je me dis, voilà, c'est mon peuple, j'ai trouvé mes frères. Il n'y a plus qu'à acheter un bon manteau pour pas avoir froid et puis... Oui, bah, c'était pas mal là-bas. Hein, quand je voyais la petite mamie dans la rivière en train de se geler les mains, de se les réchauffer, puis de frotter son vêtement et puis de se réchauffer les mains. Elle lavait vite son vêtement, je crois, avant que ça gèle parce qu'elle savait bien qu'après, elle ne saurait plus le laver. La rivière serait gelée. Tu te dis, oh là là. Et après, elle voulait prendre soin de toi en disant, mais non, attends, t'as pas l'habitude. En plus, allez, rentre. Oui. On se rend pas compte, oui, les conditions sont quand même très dures. Il y en a une d'ailleurs qui disait quelque chose, le bonheur n'existe pas chez les nomades. C'est la grand-mère qui dit. Nous devons tout le temps nous déplacer, le bonheur n'existe pas. C'est vrai ça que le bonheur n'existe pas pour des gens qui rient autant? Alors il y a Tundup qui dit autre chose, donc le mari de cette femme qui dit le bonheur n'existait pas, et elle se plaignait particulièrement de se déplacer. Ce qu'on voit nous comme quelque chose de l'ordre de la liberté et qu'elle voit elle de l'ordre un peu de la prison. Donc c'est intéressant, nous on a des préjugés sur les nomades qui sont extrêmement forts, de peuples libres, etc., etc. En fait, énormes, ils se déplacent, voilà, mais ils se déplacent malgré eux pour assurer une survie. Et ça complique beaucoup leur existence de devoir se déplacer autant. Mais donc son mari, lui, dit dans le film 3 bonheurs pour 3 malheurs. Et que voilà, on est obligé d'accepter les deux. On peut pas. On est obligé. Il dit dans une journée il y a 3 chauds pour 3 froids ou quelque chose comme ça, et que on doit passer par toutes ces phases-là. Et ça, j'y crois assez. Moi, j'y crois assez que la vie est compliquée, mais qu'on arrive à trouver trois bonheurs dans la journée. Malgré c'est dur d'être un être humain, de savoir ce qu'on veut faire, de savoir qu'est-ce que c'est notre place, qu'est-ce que c'est, comment on fait pour être en relation justement avec les autres, comment on fait si on est un peu privilégié pour peut-être partager ce privilège avec d'autres, comment on repense nos sociétés, est-ce que nos sociétés sont justes, est-ce qu'elles sont les sociétés dans lesquelles on a envie d'évoluer, est-ce qu'on a envie de contribuer à les transformer. Vers quoi on va, on a beaucoup d'angoisse en plus en ce moment. Même si on est extrêmement privilégié, etc. Il y a énormément de choses qui sont très très inquiétantes et donc on est en nécessité de se poser 1000 questions et puis d'essayer d'avoir quand même des réponses et de mettre en adéquation nos vies avec nos grandes convictions.
Donc ça nous demande de beaucoup se questionner, d'affronter des grandes angoisses, d'affronter des tristesses aussi, des fois plus personnelles. Mais moi, je suis convaincue que la vie est très très dure et que même quand on est dans des situations apparemment extrêmement confortables, la grande question qui suis-je, où vais-je, et avec qui et comment et pourquoi, on se les pose et c'est ça qui est passionnant aussi et qui nous confronte à, à des choses sombres de l'être humain aussi. Je suis totalement convaincue qu'il y a une part extrêmement sombre de l'être humain et que on doit s'y confronter aussi, on doit l'entrevoir, on doit essayer de transformer ça de façon individuelle et collective. Mais moi, je suis pour regarder dans toutes les directions et pas essayer d'imaginer un monde. Quand je suis partie au Ladakh, peut-être en Himalaya, peut-être que j'avais l'idée d'un monde idéal ou de gens extrêmement bienveillants, qui savaient vivre, etc., etc. Et en fait, ça existe, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et puis, c'est ça qui finalement est intéressant. Mais il n'y a pas de monde idéal. Ça, je pense il y a pas de monde idéal. On, on doit On idéalise, s'efforcer. mais c'est pas Voilà, on idéal. idéalise beaucoup. Et puis, quand on fait que passer, on peut idéaliser d'autant plus en voyage. Mais une fois qu'on reste, on se rend compte qu'à l'intérieur d'une communauté, il y a à la fois toute la protection dont je parlais précédemment, mais il y a aussi tous les cancans, il y a aussi toutes les critiques qui peuvent exister, il y a aussi l'impossibilité de mettre un bonnet rose parce qu'il faut mettre un bonnet marron et l'impossibilité de faire une grasse mat parce que tout le monde se lève à 6 heures du matin et doit travailler dans les champs et que on va être considéré comme vraiment le mollasson du groupe si on fait pas exactement comme eux. Il y a aussi des contraintes qui sont fortes et puis parfois des conflits aussi. Voilà, moi je suis pas pour une idéalisation du monde ou penser il y a des lieux merveilleux par rapport à d'autres. Bon, il y a des lieux infernaux évidemment, hein, mais la société idéale, j'y crois pas du tout. Non, 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 moi non plus. Plus on voyage, plus on s'intéresse. C'est vrai que si on dit parfois, oh, l'Asie, ils sont tous souriants. Et oui, quand tu vas au Cambodge, c'est vrai, tout le monde sourit, mais quand tu sais comme ils se sont massacrés, entretués au moment des Khmers rouges, tu dis Bien non. sûr, et comment les blessures restent profondes, bien sûr. Ouais, ouais. Et Et, partout, tu trouves ça, hein, des endroits où tu trouves, ah, c'est merveilleux, ici, c'est tellement paisible. Oui, bon, regratte un peu, tu verras. mais Ça, oui, j'aime, gratte un peu. Mm. ouais. J'aime beaucoup un conte qui dit, je me souviens toujours, enfin, je vois très bien la philosophie, je me souviens plus des détails, mais bref, c'est quelqu'un qui vient de très loin, qui arrive voir un chef de village dans un endroit très reculé, et qui dit, bonjour, je voudrais venir m'installer un peu ici. Comment sont les gens chez vous? Je viens de loin. Et bah, le chef du village lui dit, mais comment sont les gens chez vous? Ah, il dit, ils sont voleurs, ils sont mesquins, ils se tirent dans le dos, on peut pas faire confiance, ils sont menteurs, ils pensent qu'à eux, etc. Il dit, ouais, vous savez, ici aussi, hein. Et un autre voyageur vient plus tard avec la même question, on lui redemande, mais comment sont les gens chez vous? Ils sont généreux, ils s'entraident, ils sont toujours le cœur sur la main, ils ont envie de bien faire, ils élèvent bien leurs enfants, ils sont... Et lui dit, ici aussi, voilà, parce que c'est l'éternel humain en fait, et on va Bien sûr, bien trouver sûr. ce à quoi on porte attention. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi que chaque jour il y a 3 bonheurs et 3 malheurs, et que Bien la sûr. qualité de la vie, ça va être ce à quoi on décide de porter attention sans occulter le reste. Et ça, c'est certainement une chouette transition pour passer sur ton travail, sur l'aventure. Juste un dernier truc que je vois, ce qui m'avait fort frappé un moment, quand tu filmais un des, euh, un des villageois au champ, on va dire, même c'est pas des champs, c'est des montagnes un peu pelées. Il dit, les gens de ton pays, quand ils vont regarder, ils vont se dire quel plouc. Et j'ai été triste, marqué, puis un petit sourire, parce que là-bas, forcément, on en rit quand même, de me dire, cette dévalorisation qu'il a, ce regard dur qu'il a sur lui-même, parce que nous, on dit plutôt, mon Dieu, quel roi. Enfin, il y a, oui, cette fantaisie, hein, faut bien se rendre compte que c'est de l'ordre du fantasme, cette vie qu'on se dit, oh, c'est merveilleux, la pureté de cette vie, machin. Et justement, tu montres très bien que c'est pas si simple que ça, mais que lui, là aussi reculé,
puisse avoir conscience que de loin on pourrait le prendre pour un plouc, ça m'a marqué. Pour moi, c'est Oui, une en phrase qui m'a fait, frappée. bien sûr. Et ce qui se passe au Ladakh, c'est que c'était une petite région qui était assez autonome et plutôt en communication avec le Tibet, et que la frontière entre la Chine, donc Tibet, et l'Inde a été fermée en 57 ou... hein. Et je m'en souviens plus. 47, bon bref, ça je suis vraiment pas bonne avec les chiffres, mais quoi qu'il Moi non arrive, plus. Je l'ai pas tenu. le Ladakh est devenu totalement indien et donc il y a maintenant beaucoup de fonctionnaires indiens qui sont arrivés, etc. Et je pense que c'est aussi beaucoup avec ce regard des Indiens des villes qui sont arrivés au Ladakh que les Ladakhis ont pris conscience que ils étaient des paysans et particulièrement les nomades, des paysans un peu sales, un peu rustres. Même dans la façon de parler au Karnak, chez les nomades, on parle de façon beaucoup moins dans la ville de Lé, on va dire Achille, Karuskadalle, ça veut dire grande sœur où tu vas de façon très très polie. Et au Karnak, ça va être on reste pas chaud et quelque chose de beaucoup plus dur en fait. Et ils ont très bien intégré le fait qu'ils sont beaucoup plus rustiques, on va dire, que les citadins et puis encore plus que les Indiens. Mais ce plouc, moi j'ai grandi avec aussi. Moi je viens d'un petit village de montagne Et et c'est quand pas on mieux allait à la ici, quand on ville, dit à quelqu'un que on c'est un était des paysan. ploucs aussi, Oui, bien voilà, sûr. Et c'est puis on ça. avait les chaussures avec de la boue parce qu'on n'habitait pas à la ville et on avait un anorak comme ci comme ça. Enfin, moi j'ai grandi avec cette. Je sais ce que ça veut dire d'être un plouc aussi. Ou quand tout simplement en France, quand un provincial arrive à Paris, c'est un plouc. S'il n'a pas les codes, il est très très visible et très 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 vite. On vit dans des sociétés extrêmement codées. On nous fait croire qu'on vit dans des sociétés très très libres. En fait, il y a tout un tas de rituels extrêmement complexes, de codes, de normes, et on sait très très bien qui est l'autre, quel est son niveau social, etc. On voit ça même à l'apparence, à la façon de marcher, etc. On vit dans ces sociétés qui sont très hiérarchisées et qui sont avec énormément de codes, de normes, de rituels, etc. Mais ce qui m'intéressait aussi, donc à la fois contrebalancer d'un côté le regard qu'on peut avoir très admiratif sur les nomades et que eux ne le vivent pas comme ça. Et c'est vraiment en contrepoint avec le film L'aventure que j'ai fait avec les migrants, qui eux se voient comme des aventuriers, alors que nos sociétés les voient comme des êtres en détresse qui ont besoin qu'on les secoure et qui ne reconnaissent absolument pas le côté extrêmement valeureux de leur parcours. Et ça m'intéresse toujours de pouvoir un peu contrebalancer nos préjugés. Justement, tout à l'heure, tu disais de fantasmes. En fait, quand on s'approche plus près, on comprend que les nuances sont plus fines et que la réalité est plus complexe que la carte postale. Et la carte postale peut concerner aussi bien l'homme ou la femme himalayenne que le migrant qui arrive en Europe. Et voilà, ça c'est une belle transition cette fois-ci pour vraiment passer à ton dernier film en date qui s'appelle L'Aventure, qui passera bientôt au festival Looking to the Wild et qui a déjà été pas mal primé. C'est pas celui-là, hein, mais il y en avait un qui a été nominé aux Oscars, mais ça c'est un de ceux-là. Au César. Au César, c'était le film que j'ai fait. Ça aurait pu être aux États-Unis, mais c'était en France et c'était déjà pas mal. Mais et c'était j'ai marqué César Himalaya, en plus, le chemin du ciel. Ouais. Ça, je l'ai pas encore vu, mais ça me tente très bien. Et puis alors, il y a celui-ci, par contre, il a déjà été primé. C'est un festival d'aventure de La Rochelle, au FIFAC de La Rochelle. Il a ça. eu le grand prix ainsi que le prix du public. Et puis il a reçu d'autres prix dans d'autres festivals en Italie, en Espagne, en France.
Voilà, donc il est très très bien reçu et ça me réjouit beaucoup. Donc un petit résumé pour que tout le monde sache de quoi on parle. Ton film documentaire raconte l'histoire de migrants qui arrivent à Briançon après avoir traversé la montagne, la neige et le froid, pas vraiment équipés comme les explorateurs que j'interviewe d'habitude. Alors quand j'ai regardé la programmation d'Into Wild cette année, j'ai de suite tenu à mettre ton film en avant parce que j'ai récemment interviewé donc Neil et Marie qui avaient un grand projet deux pas vers l'autre. Alors ils ont traversé l'Europe du Portugal à la Turquie pendant 2 ans à pied. Et ils ont justement croisé sur leur route des migrants qui faisaient le chemin en sens inverse avec beaucoup plus de difficultés. Et donc ces regards entre justement eux qui faisaient une aventure qu'on admirait et qui était déjà perçue différemment de pays en pays. Bon, certains c'était waouh, c'était un truc incroyable. Ils arrivaient dans d'autres pays, c'était les petits privilégiés qui se font plaisir et qui étaient déjà beaucoup moins admirés. Et puis après, il dit il y a des gens qui faisaient quelque chose d'aussi fort que nous, si pas plus, et qui eux rencontraient toutes les peines du monde parce qu'ils n'étaient pas français, ils n'avaient pas les bons papiers, ils n'étaient pas nés au bon endroit, quoi. Et donc ça déjà, ces chemins croisés, ce regard sur des aventures tellement similaires et tellement différentes, ça m'avait frappé. Et donc toi, ton film, tu l'as appelé L'Aventure, et j'aimerais bien que tu nous expliques plus profondément pourquoi, d'où vient ce nom. En fait, moi, j'aurais jamais pensé appeler ce film l'aventure si c'était pas les exilés eux-mêmes qui utilisent ce terme. Alors, plus particulièrement les gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest, c'est les francophones qui viennent de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, et qui disent j'avais un copain qui avait fait l'aventure, donc je savais que c'était possible. On est parti à 3 faire l'aventure. C'est pas facile de faire l'aventure. Donc pour eux, faire l'aventure, c'est vraiment quitter son propre pays pour aller parfois uniquement dans le pays voisin, mais pour chercher une vie un peu meilleure, que ce soit de l'ordre de la protection, de la sécurité ou de la sécurité économique, tout simplement. Et, euh, et en fait, ça m'a vraiment intéressée quand j'ai vu que l'aventure, c'était le mot qui revenait dans toutes les bouches et dont ils tiraient beaucoup de fierté. Et vraiment à leur contact, en passant beaucoup de temps, en parlant beaucoup avec ces exilés qui sont arrivés à Briançon en 2016 et puis qui continuent à venir aujourd'hui, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose d'extrêmement valeureux dans leur parcours que eux percevaient totalement parce qu'il faut évidemment beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'intelligence aussi pour arriver à se sortir de situations inextricables, de faire les bons choix, etc. Et que ça, c'était absolument pas mis en valeur dans nos sociétés et que les médias fixent toujours ce point extrêmement difficile pour ces personnes qui est le point où ils se trouvent dans la plus grande des détresses, soit en train de traverser la Méditerranée, soit à la rue dans nos villes, avec des mauvaises baskets dans nos montagnes enneigées pour passer la frontière. Enfin, des moments qui sont très très compliqués dans leur parcours, mais pour montrer en fait que ce sont des pauvres gens qui sont victimes, désespérés, et qu'il va falloir sauver. Et eux ne se voient absolument pas comme ça. Ils se voient comme des hommes ou des femmes courageux et valeureux qui viennent demander soit une protection administrative, soit le droit de séjour pour pouvoir travailler dans un pays. En fait, ils viennent pas demander ni qu'on les sauve, ni qu'on les... Mais en fait, qu'on respecte la loi pour les réfugiés politiques et puis qu'on leur permette de gagner de l'argent et de rentrer chez eux pour ceux qui demandent des séjours plus courts. Et enfin, et puis qui ont tout un tas de raisons différentes et qui leur appartient. Mais c'est la façon dont on les enferme de façon médiatique, enfin du côté médiatique, montre que... Enfin, provoque un manque d'humanisme, c'est-à-dire que on leur retire quelque chose de l'ordre de la fierté, de leur valeur. Et moi, ça m'intéressait de redonner tout ça. Et ça m'intéressait de montrer aussi, j'ai décidé de filmer le film sur 3 ans, pour montrer aussi qu'il y a un moment extrêmement difficile qu'ils doivent traverser, qui ne leur appartient pas, qui n'est pas constitutif de leur personne. Cette détresse, elle est extérieure à eux, c'est pas des gens qui sont fondamentalement emplis de détresse. Ils
passe un moment qui est un moment difficile, qu'on aurait tous beaucoup de mal à traverser, mais derrière, il y a une reconstruction possible grâce à une résilience, grâce à des relations, à des réseaux, grâce à leur propre force, grâce à leur propre poésie, à leur propre beauté, à la façon dont ils continuent à croire au monde. Mhm. Ouais. Je fais toujours intervenir mes petites filles dans le podcast parce que je trouve que c'est une manière de leur apprendre différemment qu'à l'école. Et donc ici, ma petite Amandine de 8 ans a une question pour toi. Pourquoi ils quittent leur pays? Pourquoi ils quittent leur pays? Alors, il y Ouais. a plein de raisons extrêmement différentes. On peut dire qu'il y a une anthropologue qui dit une phrase que j'aime beaucoup, en fait, qui disent que ce ne sont pas eux qui quittent leur pays, mais c'est leur pays qui les chasse. En fait, ils partent parce qu'ils n'ont plus de possibilité de rester. Et elle dit, personne ne quitte sa maison par choix. C'est la maison qui se ferme sur soi et on est obligé de partir. Et souvent, en fait, ils, ils font ce choix de partir, évidemment, mais parce que ils pouvaient pas rester. En fait, ça devenait trop compliqué, soit pour des raisons de sécurité dans des pays en guerre ou dans des pays où ils étaient menacés politiquement, etc. Soit que ils ne trouvent pas de quoi survivre, tout simplement. Mais j'aime bien cette idée que on quitte pas son pays, c'est son pays qui se ferme à soi et qui nous pousse vers l'extérieur. Je pense que Hmm. c'est plus juste en fait de le voir comme ça, parce que évidemment que euh, une grande part d'entre eux et peut-être la majorité n'a qu'un souhait, c'est de rentrer au pays, de retrouver la maman, le papa, les frères, les amis, la terre, le village, les maisons, et que c'est une douleur évidemment presque insupportable d'avoir quitté absolument tout ce qu'on est. Moi, ce qui me fascine et ce que j'ai appris vraiment en anthropologie, c'est qu'on est des êtres sociaux, on est des êtres qui avons besoin de vivre dans une communauté et c'est un besoin vital, c'est pas un besoin secondaire. On a besoin de manger, d'avoir un toit, mais un des besoins vitaux de l'être humain, c'est d'être en relation, de faire partie d'un groupe. Et quand on quitte son groupe, on est comme on n'a plus de carapace, on n'a plus rien, on n'a plus de protection, on est extrêmement vulnérable et d'aller dans un nouveau groupe et de faire société, communauté dans un nouveau groupe, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'intelligence aussi, et c'est très complexe. C'est quelque chose d'immense en fait de quitter le groupe auquel on appartient sans savoir si on pourra y revenir un jour. Et donc, Mhm. on le fait évidemment pas de gaieté de cœur et on le fait évidemment parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Nous, c'est vrai que nos grands aventuriers, bon, Mike Horn, il va prendre des risques, mais il sait que quand il rentre, il a sa maison, quoi. Je pensais à tous ces gens qui quittent tout, qui savent pas vers quoi ils vont et ni si un jour ils pourront faire demi-tour. Parce qu'il y a une dame qui est très poignante d'ailleurs, qui dit on nous dit pas tout, on sait pas tout ce qui nous attend et la route elle est trop difficile. Elle a certainement, on sait bien que pour les femmes en plus la route est encore moins tendre. Donc il y a toute une chose aussi, t'as décidé d'éditer hors du film toute une série de choses trop dures. Tu disais que ta vision de l'humanité en avait quand même pris un coup de ce film et de ces récits. Euh, et évidemment, il y a la torture, il y a le viol et vraiment dans des conditions sordides. Et donc c'est toutes des choses que tu n'as pas mises dans le film. Sinon, je crois qu'il serait à peine regardable parce que c'est vrai qu'on sait qu'ils vivent des choses incroyables. Ça me fait penser à c'est une toute petite digression, mais c'est pour dire à quel point ça peut marquer, même quand on ne l'a pas vécu. C'est J.K. Rowling qui est dans son Harry Potter. J'ai toujours trouvé Harry Potter tellement noir. Je me dis, mais d'où vient cette noirceur? Mais apparemment, elle a travaillé chez Amnesty International à un moment. Elle en a entendu des récits épouvantables. Et je me dis, pour moi, ça a été là le tulte, quoi, en me disant, ah, ben c'est ça qui ressort dans ces livres parfois. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses vraiment lourdes, des ambiances un peu de torture, un peu, même si ça va pas aussi loin, c'est quand même des trucs pour enfants, mais quand même, je trouve qu'il y avait une grosse noirceur. Je me dis, je pense qu'elle est marquée aussi quelque part dans son travail d'écriture par tout ça. Et toi, comment tu as fait pour passer au-dessus de ça, comment on peut aider cette détresse-là, et comment toi tu as pu
l'apprendre sans en faire toi-même des cauchemars et comment on garde un petit peu foi en l'humanité derrière tout ça. Alors évidemment que moi j'étais pas à la même place qu'eux et que évidemment que d'entendre les choses c'est pas la même chose que de les vivre mais malgré tout quand on entend des scènes de torture, des scènes de cruauté qui remettent en question en fait le principe même d'humanité. Une scène de torture ou une scène de cruauté, la personne qui l'a subie n'est pas seulement ébranlée physiquement ou mentalement. En fait, il y a toute sa possibilité d'être en relation au monde qui s'écroule et d'être en relation avec les autres. C'est pas uniquement un mauvais moment à passer et que derrière la vie reprend comme avant. C'est que le monde des relations humaines s'écroule totalement et la confiance qu'on pouvait avoir dans l'homme. Et ce que disent des psys par rapport à la cruauté humaine, c'est que comme l'homme a cette faculté empathique de se reconnaître dans l'autre, on se reconnaît aussi dans son bourreau. Et donc, quand quelqu'un nous fait du mal, on se reconnaît aussi dans cette personne qui potentiellement peut être extrêmement dangereuse envers les autres. Et on reconnaît qu'il y a cette part-là en nous. Donc, on tombe dans un gouffre, on tombe dans des abysses face à la cruauté humaine. Et, et donc d'entendre ces récits de torture, j'en ai entendu vraiment beaucoup. Je pense qu'il y avait aussi quelque chose de cathartique pour les exilés de pouvoir le partager, de pouvoir voir quelles étaient mes réactions aussi sur mon visage, enfin, de voir comment je recueillais cette chose de façon même un peu organique. Et quand on partage assis face à quelqu'un, qu'on regarde des choses comme ça, effectivement, ça rentre aussi dans le corps. C'est pas juste comme quand on lit un livre ou quand on lit des articles. Mais c'est évidemment que moi, ça m'a précipité aussi dans des questionnements et des angoisses et que j'ai eu des cauchemars, évidemment pas à leur hauteur, mais que ça m'a beaucoup, beaucoup marqué aussi. Et que c'était difficile de parfois refaire après des scènes intenses de dialogue avec des gens qui me confiaient des choses affreuses, c'était plus compliqué de revenir dans ma petite vie, voilà. Mais je me suis pas senti la force de garder tout ça dans mon film. D'une part parce que il y avait une surenchère médiatique qui s'en occupait déjà et que ça a été vraiment un moment à qui raconter dans les médias les choses les plus affreuses sur les prisons libyennes, etc. Ce qui est, je pense que c'est très important d'en parler, mais que il y a eu une surenchère qui les déshumanisait un petit peu comme on l'évoquait précédemment. Et puis moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'avoir tout ça en sous-texte, parce que du coup, évidemment, on a tous été au courant des naufrages en Méditerranée, des tortures en Libye, des emprisonnements, etc. Il y a eu un moment, l'espace médiatique était un peu débordé de ça, donc on était tous empreints de ça, et donc de montrer plutôt comment on fait pour se reconstruire derrière, avec ce sous-texte qui était implicite, et qui, moi, m'intéressait plus, de montrer comment... je pense qu'il y a une foi dans la beauté, dans la poésie du monde, dans la relation, dans la magie des relations, qui porte ces personnes qui ont vécu des choses si dures. Et c'est plutôt ça qui m'a intéressée de montrer. De faire d'ouvrir un espace imaginaire qui pourrait être le leur et qui est empli d'espoir et de choses délicates et fortes. Ouais, c'est ça que les poésies et les dessous que tu distilles tout au long du documentaire sont très bien pour montrer justement la finesse ouais, de cette personne. Ça réhumanise, ça fait voir tout à fait différemment. C'est un vrai poète, très, très intellectuel, très fin, très juste. Ouais. Je vais réintroduire la question de mon autre petite fille, Valentine. Parce que justement, après tout ça, elle était un peu étonnée de l'accueil qu'il recevait. Pourquoi les Africains peuvent pas venir dans notre pays? Oh, 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 ça c'est une grande question. Pourquoi les Africains ne peuvent pas venir dans notre pays?
Moi, j'ai l'impression, et j'ai cet espoir-là, que les lois sont toujours en retard sur les sociétés. On le voit pour la condition des femmes, on le voit pour la condition des personnes homosexuelles, par exemple, où finalement la société va... Enfin, les lois qui vont être prises sont toujours un peu en retard par rapport à ce qui se passe dans la réalité complexe de la société. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas encore saisi l'impossibilité de transformer nos regards sur les déplacements mondiaux qui sont maintenant la norme et qui vont continuer à l'être dans les siècles précédents, et qu'on est encore sur un vieux schéma assez réactionnaire finalement de protéger l'État-nation. En plus, il y a des enjeux politiques, etc. Mais un autre anthropologue que j'aime beaucoup, Michel Agier, parle de notre condition cosmopolite. Et en fait, depuis principalement les années 80, mais ça a commencé bien avant, mais tout circule. Il y a absolument tout qui circule dans tous les sens sur toute la planète. Évidemment les biens, mais aussi les l'argent, les drogues évidemment. Enfin, tout circule, et l'être humain circule aussi. C'est quelque chose d'extrêmement naturel de la condition humaine de se déplacer, de chercher à trouver une vie meilleure. Tout le peuplement de l'humanité n'est fait que de ça. Et là, il y a quelque chose comme une volonté de stopper les mouvements humains qui est totalement irréaliste. Hein. Michel Agier dit vouloir stopper la migration, c'est comme vouloir arrêter que la nuit succède au jour ou que le jour succède à la nuit. C'est quelque chose de totalement naturel et qu'on ne peut pas stopper, qu'on ne peut pas freiner. Mais on n'a pas encore trouvé, ou nos politiques n'ont pas encore trouvé comment, quelles étaient les bonnes façons de faire pour prendre en compte ça. Moi, je trouve toujours que de poser la question telle qu'on nous la pose dans nos sociétés pro-migrants, anti-migrants, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement caricatural et qui ne mène absolument nulle part, et qui est très très naïf. La question n'est pas de savoir si on est pro-jour ou anti-jour. La question, c'est de savoir, puisque la migration existe, comment on fait pour que ça se passe au mieux. Mhm. Et c'est vrai que pour revenir, et puis pour répondre à une petite fille, et pour revenir à l'aventure, ça m'intéressait qu'on remette en question aussi ce fait que pour nous c'est extrêmement simple de voyager du nord vers le sud, et le sud n'a pas le droit de voyager vers le nord, ou alors de façon extrêmement difficile ou au compte-gouttes, etc. Et on prend ça comme quelque chose en fait de normal, et on se demande pas pourquoi. Du coup, la première question qui est une réponse en elle-même, c'est la question de ta fille. Pourquoi c'est pas possible? Et en fait, c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à se poser nous-mêmes en tant qu'adultes. Pourquoi c'est pas possible? C'est quoi les raisons? Et puis de voir est-ce que ces raisons sont justifiées. Alors on nous parle de menaces terroristes. Est-ce que c'est justifié? Non. On nous parle de menaces économiques. Est-ce que c'est justifié? Absolument pas. Au contraire. Et de voir en fait point par point pourquoi, quelles sont les raisons qu'on a euh, qu'on- qui sont tellement, c'était ce dont je te parlais un peu au tout début, c'est-à-dire que on fait partie de sociétés, de communautés qui ont une grille d'analyse, et on est tellement proche de ces grilles d'analyse qu'on les voit même pas. Et Ouais, c'est donc ça. là, on a tellement de préjugés sur la migration que tout nous paraît absolument naturel de nos pensées par rapport à la migration, et on n'arrive pas à remettre en question. Et la première démarche à faire, c'est de se poser la question, de remettre en question nos préjugés, nos façons de voir les choses. Et donc, ta fille, elle est déjà en train de répondre, en fait. Hmm. C'est vrai, non, mais c'est vrai que toute la réflexion que tu inities, je me dis, tu sais beaucoup de choses, mais tu ne prends pas la peine de réfléchir à tout. Bon, c'est pas possible humainement non plus, mais même si, ouais, moi j'ai toujours trouvé aussi que fermer la porte aux migrants, c'était un peu débile. Mais c'est vrai que c'est vraiment avec une discussion déjà avec Neil et Marie, puis avec revoir ton film, je me suis dit, c'est vrai que si moi demain je veux m'installer au Zimbabwe, je vais passer pour quelqu'un, waouh,
qui osent, aventurières, etc. En fait, eux, quand ils veulent aller vers l'Europe, ils ont exactement le même regard de la part de leurs proches. Mais je sais que moi, au Zimbabwe, j'ai eu toutes les chances d'être bien perçue aussi, tandis que eux, quand ils arrivent ici, mais cata, quoi. Et un accueil en plus qui est mortel, puisque quand on traverse une montagne et qu'on se cache pour ne pas être perçu par des patrouilles de police qui surveillent la frontière, oui, c'est presque criminel. Pourquoi est-ce qu'ils patrouillent si on a le droit d'asile? Pourquoi est-ce qu'ils risquent la vie des gens avec ces patrouilles dans les montagnes? Ce que j'aime bien, c'est la contre-patrouille, les gens qui patrouillent, qui essaient de passer avant ou après la police pour essayer de sauver les gens, les Oui, accueillir. qui font attention que personne ne se blesse dans les montagnes. Ouais. Évidemment que nous, ça nous a énormément marqué, les premiers accidents qu'il y a eu, et puis les morts qu'il y a eu sur nos frontières. Il y a eu des cadavres aussi de jeunes qu'on a retrouvés à la Fonte des Neiges, enfin, et on s'est dit, c'est pas possible que ça devienne un terrain de guerre, en fait, que c'est vraiment une guerre qui est menée contre les migrants, qui est vraisemblablement politique, en fait. C'est une guerre qui est avant tout médiatique et spectaculaire, puisqu'elle n'a pas d'effet concret. C'est-à-dire que la somme dépensée sur l'école de nos montagnes, il y a 80 gendarmes qui sont là en permanence, gendarmes et forces de l'ordre, CRS, etc. Pour un résultat absolument nul, puisque tout le monde arrive à passer la frontière, peut-être pas la première fois, mais la seconde fois ou la troisième fois, oui. Donc tout le monde va arriver à passer cette frontière, on ne peut pas dresser un mur. Malgré tout, on fait comme si on protégeait la frontière, mais donc c'est vraiment un spectacle un petit peu de l'ordre enfin, un spectacle médiatique et politique. Un spectacle dangereux, oui. Mais ce qui est en jeu là, moi je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement grave. On pensait que la barbarie et que la cruauté à des niveaux étatiques ou des niveaux nationaux étaient derrière nous et qu'on avait vraiment vécu en Europe les pires choses dans lesquelles on replongerait absolument jamais. Et aujourd'hui, on arrive avec cette question des migrants à préférer que des gens se tuent, voire à les pousser à la mort plutôt que de les laisser rentrer chez nous. Et là, qu'est-ce que ça veut dire de la valeur de nos sociétés? Quelle est la société dans laquelle on vit? Et est-ce que c'est une société qui va nous protéger nous aussi? Ou est-ce que c'est une société qui finalement risque de menacer tout le monde? Quand on empêche les sauvetages en Méditerranée... Ça, c'est très fort ce que tu viens de dire. C'est vrai que je réfléchissais encore pas plus tard qu'hier en me disant c'est fou, on est dans des sociétés qui se restreignent de plus en plus à leur groupe cible, on va dire. Elles sont de plus en plus faites pour... toujours plus pour les hommes que les femmes, ça reste quand même une réalité, même si on s'améliore. Mais la tranche d'âge qui les intéresse devient de plus en plus restreinte. Je veux dire, on aurait tous intérêt à disparaître à 39 ans bientôt, hein, parce que non mais c'est vrai, c'est affolant, quoi. Les vieilles personnes qui doivent s'en sortir sans être digitalisées jusqu'au bout des doigts. Maintenant, il y a des mises à jour, il y a tout qui change à une vitesse affolante. Enfin, tu deviens obsolète et non rentable excessivement vite. Mais est-ce que c'est ça la force d'une société qui est faite pour nous faire aller de plus en plus vite vers un futur qui n'est quand même pas très brillant, parce que c'est une machine qui s'est emballée, qui va pas tout à fait dans la bonne direction. Oui, après, ça, c'est aussi Enfin, on est content de ça aussi. On a des vies qui sont malgré tout confortables grâce à tout ça, etc. C'est très nuancé. Moi, je pense qu'on va aussi des fois dans des bonnes directions, et puis que on est dans des niveaux. Enfin, même la condition de la femme, elle est vraiment beaucoup plus. C'est pas parfait, évidemment, mais c'est beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 50 ans ou qu'il y a 60 ans. Moi, j'ai l'impression qu'on va aussi vers des choses qui sont plus positives, mais en même temps, c'est vrai qu'on a une société qui est extrêmement normative, qui écarte, du coup, qui met à la marge, qui met dans les bancs, dans les banlieues, dans les périphéries, beaucoup de monde qui n'a pas le droit d'être au milieu avec les quelques-uns heureux, et c'est dur d'arriver à faire partie de ces quelques-uns heureux, élites, etc., dont on nous dit qu'il faut être. Et évidemment que c'est... Enfin, ça interroge encore une fois, mais je pense, moi, que on disait tout à l'heure le groupe, la norme, etc. On se rend pas compte à quel point ça nous influence et à quel point ça influence notre regard sur les autres aussi. Pourquoi est-ce qu'on va penser que lui a moins le droit que moi? Pourquoi est-ce qu'on se sent parfois extrêmement légitime?
En tous les cas, je pense que c'est intéressant de re-questionner tout ça, et particulièrement dans le milieu de l'aventure où on prend pour acquis que c'est totalement normal de pouvoir voyager absolument où on veut, et puis où on se félicite de recevoir l'hospitalité de ces gens tellement simples, etc., qu'on va remercier en jouant un petit morceau de pipeau parce qu'ils nous ont offert le gîte et le couvert. Et donc ça veut dire que si l'hospitalité n'existe que dans un sens, dans le sens du voyageur qui voyage avec son pipeau et qui déclame des chants et des poèmes et qui est reçu par des Népalais gentils qui vont lui donner du riz et du dal, et que ça s'appelle l'hospitalité. En fait, non, ça s'appelle pas l'hospitalité si l'hospitalité n'est pas possible dans les deux sens. Ça s'appelle un privilège de nanti. Mais il faut pas mélanger les mots. Si on parle d'hospitalité, l'hospitalité c'est quelque chose, en anthropologie on le voit, qui est réciproque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu viens chez moi et moi demain je viendrai chez toi. Et tu m'accueilleras aussi bien que je t'ai accueilli. Et c'est tout l'équilibre de l'hospitalité qui fait que des relations sont possibles entre des cultures différentes, entre des êtres humains qui appartiennent à différentes communautés et qui évitent les guerres. L'hospitalité c'est un des b.a.-ba de la relation qui évite les tensions, et c'est un code, etc. Mais si on considère que c'est absolument normal d'être accueilli par des gens en Asie, en Afrique ou je ne sais où, ou en Amérique du Sud, et qu'on est accueilli parce qu'il y a une tradition d'hospitalité, on peut pas vraiment parler d'hospitalité. Il faut parler vraiment de privilèges de nantis occidentaux qui ne se rendent pas compte que c'est un privilège. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait toujours plaisir de voir ceux qui reviennent en étant un peu secoués, de voir à quel point les gens ouvrent leurs portes et disent bah, pourquoi est-ce que nous on fait pas la même chose? Si c'est ici un questionnement, ça va. Si c'est juste, oh, Bien ils sont sûr. quand même trop mignons là-bas, et puis on s'arrête là. Mais moi, je C'est trop pense que si on contraire. voyage, de toute façon, à partir du moment où on prend la peine d'aller aussi loin, où on prend le temps d'aller aussi loin, où on fait cet effort-là, il faut revenir ébranler, bouleverser et transformer. On peut pas se permettre de voyager pour continuer à penser d'une façon très parisienne et étriquée, et en notant ces petites pensées fulgurantes sur du papier pour faire rire l'assemblée de ses semblables. Si on prend le temps et la peine et qu'on demande en plus aux autres de nous accueillir, etc., c'est pour revenir transformer, grandir, pour augmenter et bouleverser, et pas pour rester dans un ronron de considérations qui peuvent être parfois réactionnaires ou Ce serait ça ta définition du voyage, de ce que devrait être un voyage en tout cas? un voyage pour moi, oui, et ça ouvre la possibilité du coup un voyage ou une aventure. Je pense que c'est la confrontation à un autre soi, à une autre culture, à un autre espace qui bouleverse profondément les choses, qui nous remet en question, qui remet en question justement toutes les grilles qu'on avait d'appréhension du monde, et dont on ressort certainement enrichi, qui nous permettent d'être encore plus ouverts, d'avoir une meilleure compréhension, d'avoir utilisé quelque chose de la finesse, de la perception, de s'être aiguisé un peu les sens, mais surtout d'avoir ouvert, d'avoir permis de dépasser sa petite frontière étroite culturelle dans laquelle on est tous plongés, mais Sans s'en rendre sans compte, s'en ouais. rendre compte forcément. Et c'est intéressant de pouvoir secouer un petit peu ça et de secouer un petit peu tous nos préjugés et toute notre grille culturelle. Ouais, je crois que c'est pas pour rien que l'expression prendre de la distance existe.
Oui, et prendre de la distance et prendre de la hauteur aussi. Moi, j'ai l'impression aussi. que ça permet de... Ah, en choisissant de la DAC de ce côté-là, c'est Oui, choisi. c'est bien. Et après, je pense qu'on prend de la hauteur en s'immergeant dans des choses très, très terre à terre. C'est-à-dire que je pense aussi que c'est quand on s'implique d'un point de vue physique ou relationnel dans un endroit très particulier, que finalement, on va pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup plus vaste. Mm. C'est aussi une pratique du quotidien, l'aventure, le voyage. C'est une pratique qui est aussi organique. On s'implique tout son être en entier et on est dans quelque chose de très concret, de très réel, qui a vraiment une épaisseur, et grâce à ça, on arrive à quelque chose de plus vaste et normalement, de plus éclairé. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que on est presque gêné parfois de philosopher, mais non, allons-y gaiement. Non, c'est vrai, c'est important. C'est vrai, élargir ses horizons. Si, le voyage apporte tellement de belles dimensions. Bien sûr, et puis cette conscience de faire partie d'une planète, d'une humanité, c'est extrêmement précieux. Et notamment dans ces temps où l'individu se resserre, où les nations se resserrent, où en fait on a l'impression qu'il faudrait, et le Covid n'a pas aidé à ça, mais n'a pas aidé à l'ouverture, mais on a l'impression que pour vivre bien, il faudrait vivre extrêmement protégé et puis un peu replié sur soi-même en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant que communauté. Et on sait que toute la vie est justement dans la relation, dans l'ouverture, dans les échanges, et d'un point de vue économique aussi, évidemment. Ouais. Il y a un contre-pied dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais dans ton film, on voit très bien la solidarité du village qui accueille. Il y a vraiment une volonté, en fait. Il y a très peu de personnes qui voudraient les rejeter, en fait, ces migrants qui arrivent par la montagne. Il y a peu de gens qui sont Alors, vraiment pour dire par la montagne, et on out. peut dire partout en France, en fait, quand on est sur Mhm. le terrain, on se rend compte que il y a... Moi, je dis toujours qu'à partir du moment où il y a un migrant dans la rue, il y a une personne qui va lui apporter une couverture et une autre qui va lui apporter à manger et l'autre qui vient d'avoir le lendemain si elle a bien dormi. Et c'est ce qui est vécu, ce qui est réel, ce qu'on voit quand on est sur le terrain et ce dont on ne parle malheureusement absolument pas. Mais il y a une France solidaire qui est extrêmement forte. La société civile solidaire, elle est très très puissante. Elle est malheureusement trop dans l'ombre, mais elle existe absolument partout et elle concerne vraiment des gens très différents. Il peut y avoir des vieilles dames à Briançon qui viennent de la paroisse. Il y a des no-borders qui viennent de Notre-Dame-des-Landes. Il y a tout un tas de gens qui viennent un peu de partout en France et de partout en Europe et qui sont très différents les uns des autres. Des gens qui ont des gros salaires et des responsabilités importantes et qui viennent passer une semaine ici avec leurs enfants parce qu'ils pensent que ça fait sens. Et il y a il y a des films qui existent. Enfin, il y a Julia Montfort notamment qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Carnet de solidarité, qui recense un petit peu, c'est pas du tout exhaustif, mais qui s'intéresse à ces solidaires, justement, qui sont si diverses, si discrets aussi et pourtant extrêmement important. Et il y a une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Christiane Voller qui dit que l'utopie n'est pas du côté des solidaires, des militants, des bénévoles associatifs, elle est du côté des politiques. Et les militants, les solidaires sont dans le concret des choses, dans trouver des solutions au jour le jour, dans comment on fait, comment on s'organise, comment ça marche, dans essayer de faire que ça marche et dans faire que ça marche. Et ils sont pas du tout dans l'utopie, ils sont dans le concret, dans le vécu, dans le pragmatisme, ils sont vraiment sur le terrain. Et de l'autre Intéressant côté, ça. il y a l'utopie politique qui voudrait des choses totalement irréalistes, totalement utopiques, qui n'arriveront absolument jamais. C'est-à-dire contrôler les flux humains, si on doit parler de flux, et c'est vraiment affreux, mais contrôler les mouvements humains, les déplacements humains. Et on n'y arrivera absolument pas. Donc l'utopie n'est pas du côté des solidaires. Ah, c'est joli ça.
Et tu as des beaux récits aussi. Il y en a un, j'avais vaguement entendu parler de ça, mais ça vaut la peine peut-être de remettre en avant parce que je crois que les histoires font bouger le monde. C'est pour ça que mon podcast s'appelle Storylifique. Mais tu as évoqué un endroit qui avait même un patron qui avait entamé une grève de la faim pour qu'on fiche la paix aux Oui, en migrants qui France, travaillaient il y en pour a eu lui. beaucoup. Il y a eu beaucoup de patrons Parlons-en et parlons-en plus. qui se sont mis en grève de la faim. En fait, il y a eu beaucoup de mineurs isolés, ce qu'on appelle les jeunes mineurs isolés. Donc, c'est des jeunes qui peuvent avoir 14, 15, 16, 17 ans et que la France doit protéger, accueillir et qui doivent avoir accès à une formation, etc. Et il y en a beaucoup qui ont fait une formation assez rapide et puis qui sont devenus apprentis très rapidement, beaucoup dans le secteur de la boulangerie, mais aussi de la restauration et dans le secteur agricole aussi. Et la loi est ainsi mal faite ou ainsi mal appliquée que une fois qu'ils sont majeurs, finalement, il y a des fois des décisions de les renvoyer dans leur pays alors qu'ils viennent de faire des formations qui sont intégrées, etc. Et donc, il y a beaucoup de patrons qui se sont élevés contre ça et il y en a plusieurs qui ont décidé de faire des grèves de la faim pour éviter que leur apprenti qui était très inséré dans une vie sociale, culturelle et économique, professionnelle, soit renvoyé dans un pays qu'ils avaient fui pour les bonnes raisons. Donc, ces histoires ça veut dire qu'il y a une solidarité Ont-ils eu gain extrême. de cause? La plupart du temps, oui, oui. La plupart du temps, oui. Ouf, voilà. Et J'aime bien la happy end de temps en temps. Oui, mais il y a beaucoup de happy end, il y a beaucoup d'histoires complètement extraordinaires. Il y a tous ces mariages, évidemment, toutes ces histoires d'amour qui existent. Nous, on a eu plusieurs mariages de gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest, du Soudan, qui se sont mariés avec des Briançonnaises. Il y a des histoires d'adoption aussi qui sont incroyables, des gens qui finalement ont reconnu dans un jeune homme de Côte d'Ivoire leur fils et qui l'ont adopté. Soit parce et qui rejoignent soit une fratrie qui existe déjà, soit ça devient l'enfant unique. Mais adopter un jeune qui vient de Côte d'Ivoire, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tout d'un coup, en fait, il y a j'allais dire deux humanités, mais une seule humanité qui se reconnaît et qui dit oui, on peut aller jusqu'à ces liens-là. En fait, on est exactement les mêmes. Qu'est-ce que c'est pourquoi on nous fait croire qu'on a des différences insurmontables? On est exactement les mêmes et on peut aller jusqu'à se marier, jusqu'à faire des enfants ensemble, jusqu'à créer une famille ensemble. Et on est extrêmement soudés. Et toutes ces histoires-là, moi, je les trouve très belles. Et on en parle peu, mais elles disent quelque chose qui est très, très loin du discours médiatique, qui ne parle que de peur, et qui est extrêmement toxique, qui nous fait beaucoup, beaucoup de mal, parce il suffit qu'on soit un peu loin de cette réalité-là, et ça peut nous impacter. Alors qu'on voit, il y a aussi des histoires incroyables de gens qui votaient Front National et qui... le moment où il rentre, là je pense par exemple à la jungle de Calais qui existait en 2016, et où finalement, un peu par hasard, et puis finalement vont être happés par une réalité, et puis ils vont se mettre à faire la distribution des petits déjeuners tous les matins pour aider ces êtres humains qui sont leurs semblables. Et j'ai l'impression, tout à l'heure je parlais de cynisme, il y a quelque chose d'assez cynique qui dit oh oui, le monde des bisounours, béni oui oui, la bien-pensance, etc. Et c'est Michel Agier encore une fois qui dit mais non, mais moi je suis pas bien-pensant. Michel Agier démonte de façon extrêmement radicale tous les préjugés qu'on peut avoir sur la migration et dit moi il faut qu'on arrête de me dire que je suis bien-pensant. Je pense contre ce qu'on veut nous faire croire, je pense contre le discours établi. Et quand on parle d'humanité commune, quand on parle, c'est pas de la bien-pensance et c'est pas du béni oui-oui, c'est au contraire des paroles courageuses et qui défendent des valeurs qui sont extrêmement belles, extrêmement précieuses et qui sont fondamentales. Et qu'on nous taxe comme ça très rapidement de naïfs, innocents, etc. Je trouve que c'est d'un cynisme affreux qui démonte absolument tous les arguments qu'on peut essayer de construire derrière.
que l'humanisme devienne suspect ou sujet d'une certaine, je sais pas, supériorité dans la manière dont on l'aborde, c'est dangereux, en fait. C'est C'est vraiment extrêmement dangereux. dangereux. Et c'est dangereux Mhm. aussi pour nous-mêmes. C'est pas dangereux uniquement pour les quelques milliers de personnes qu'on exclut, mais c'est dangereux pour nos sociétés qui nous portent, auxquelles on appartient, qui nous protègent, qui nous défendent, avec qui on fait communauté. Ouais, ouais, carrément. Tu vas faire un travail d'alchimiste, en fait, avec ce film. Tu as co-créé, à transformer une souffrance à une noirceur en quelque chose d'émouvant. On a un petit reflet d'or. Oui, j'ai l'impression qu'on fait toujours ça de toute façon dans le cinéma ou dans le documentaire. De toute façon, on transforme quand même quelque chose du réel et on donne un point de vue particulier sur le monde. On retranscrit pas la réalité. Le film, c'est toujours le point intermédiaire entre une réalité et puis la personne qui filme ou la personne qui réalise. Et il y a quelque chose au milieu où on arrive à se rejoindre et ça devient le film. Mais Ouais, mais je parlais pas de transformation. Je dis vraiment voir la transformation de ces personnes aussi, qui ont vraiment réussi à dépasser un moment très noir de leur vie et on voit leur renaissance. oui, oui. Et toujours douloureuse à certains moments. Hein. Les poèmes de Saul restent très nostalgiques et c'est vrai qu'il aimerait retourner au pays, mais quand même, on voit une belle transformation et le film a, je pense, contribué aussi à les porter à un moment. Donc Il y a quelque c'est quand chose même... de cathartique en tous les cas dans le fait de Ouais. filmer quelqu'un. Il y a quelque chose de l'ordre de presque thérapeutique, de confier une parole qui va être reçue d'une belle façon et qui va être protégée et comme tu le disais, peut-être magnifiée ou en tous les cas l'écrin du film. euh, Ce qui est magnifié, c'est pas tant leur vie, mais c'est la façon dont c'est présenté. Et en fait, l'idée, c'est de mettre un bel écrin autour de ces personnes-là. Mais ça existe avec ces migrants qui arrivent à Briançon et ça existe aussi chez les nomades. C'est exactement la même. J'étais dans la même démarche. Avec les migrants, je me suis pas dit je vais essayer de transformer quelque chose qui est très dur en quelque chose de beau. Ah non, non, non. Je me suis dit vraiment, je vais mettre un écrin très beau sur cette réalité pour qu'on arrive à regarder cette chose-là différemment. Je voulais juste justement saluer ce processus que l'on voit, pas qui est travaillé, mais simplement qui se fait. Ouais, Et ouais. ça, je trouvais que c'était beau. Alors, je pose toujours quelques questions identiques parce que ça m'en apprend beaucoup. J'aime beaucoup vos réponses. Quel est l'échec qui t'a le plus appris? L'échec qui m'a le plus Le boom, le appris. truc qu'on n'a pas envie de revivre, mais qu'on se dit, oh, tout compte fait, c'est Non, il y a eu un début de tournage qui a été vraiment presque catastrophique quand j'ai tourné Himalaya, le chemin du ciel, qui est mon deuxième documentaire au Ladakh, et où j'arrivais en plein hiver, j'avais pas beaucoup de temps pour arriver, etc. J'étais très très fatiguée de ma vie parisienne, et il fallait vite que je passe un col avant que la neige ne tombe, etc. Et en fait, je suis arrivée tellement épuisée que j'ai eu un mal d'altitude et que j'ai pensé vraiment mourir et que j'arrivais plus à respirer, que j'avais l'impression qu'il y avait de l'eau dans mes poumons, etc. Et j'étais Oh. vraiment presque à poser ma caméra tournée face à moi pour que je puisse faire mes adieux à mes parents et leur dire combien je les aimais, et combien je les remerciais pour la vie que j'avais eue, etc. Ah ouais, ouais. Et en fait, j'ai survécu. Et puis, je suis arrivée au monastère où je connaissais absolument personne. Et puis, on m'a dit, bah, tu peux rester quelques nuits, mais interdit de sortir ta caméra et tu pourras pas filmer. Et je suis tombée malade. Et une autre maladie, bref. Et donc, j'ai passé plusieurs jours de fièvre délirante dans ce monastère en me disant que je pouvais pas filmer. Et tout ça aurait dû me dire, abandonne, en fait, c'est pas le bon projet, il faut arrêter. Il y a Dieu qui t'envoie des signaux, même si je suis pas croyante. Mais justement, en fait, j'ai pas du tout abandonné, j'ai continué. Et du coup, ça m'a appris qu'il faut absolument jamais écouter ces signaux négatifs. Voilà, c'est pas parce qu'on a failli mourir et que on est mal accueilli et que tout commence extrêmement mal que la suite va être à l'identique. Ok. Ah, chouette message. Je parlais justement hier avec des futurs co-festivaliers à toi, qui ont fait Les rêves ne meurent jamais. Et on parlait de voilà
Comment réaliser un grand projet, c'est justement ceux qui vont plus loin, réalisent leurs rêves, c'est juste la persévérance. Oui, C'est oui, vraiment il y a la un persévérance et ingrédient je pense que fondamental. au tout, au tout début, c'est la motivation. Je pense qu'il faut faire Oui. vraiment quelque chose qui tient à cœur et pas quelque chose pour plaire ou quelque chose qui pourrait marcher ou Bah, sinon, à sinon la on n'y première arrive difficulté, pas. t'abandonneras de toute Bah façon. oui, c'est Ouais. ça. Donc il faut vraiment essayer de sentir qu'est-ce qui a le plus de sens pour soi, qu'est-ce qui nous motive le plus, pourquoi on a envie de se battre. Et après, effectivement, ça permet d'ouvrir toutes les portes et puis de persévérer, oui. Alors, le pendant, la question dans l'autre sens, le succès dont tu es la plus fière. Le succès dont je suis la plus fière, bah là, l'aventure, je suis assez contente finalement parce que c'est le film que j'ai fait toute seule en fait. J'avais toujours filmé toute seule, mais j'avais travaillé auparavant avec des maisons de production, des monteurs, des monteuses. Et une grosse équipe. Et là, en fait, j'ai tout fait toute seule grâce à un soutien et l'OASO, du crowdfunding, etc. Mais j'ai fait le montage toute seule et j'ai tenu bon. Et puis je l'ai présenté au cinéma, dans des festivals, etc. Et finalement, c'était compliqué. Mais je suis assez heureuse d'avoir acquis une autonomie. Et ça me donne beaucoup de force aussi de me dire que on peut faire des projets de façon plus solitaire. Voilà, ça me donne beaucoup d'indépendance et puis ça m'a Ça met vraiment l'intimité satisfait de pas aussi. avoir Ouais, arrêté quoi. ouais, ouais. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir plus tôt, que tu aurais aimé faire différemment, quand tu regardes en arrière? Hum, euh, plutôt non, peut-être moi j'ai les regrets que j'ai peut-être, mais c'est vraiment des petits regrets, mais c'est de pas avoir peut-être plus. J'ai pas soutenu ma thèse de doctorat en anthropologie et Ah ah. j'ai pas été. J'étais tellement sur le terrain que j'étais très peu en bibliothèque et très peu dans des cours, mais je le regrette pas non plus. Mais là, ça m'intéresse de me replonger dans des ouvrages d'anthropologie, dans des cours, dans des réflexions comme ça. Donc voilà, ça reste le petit regret que j'ai, c'est par rapport à mon savoir livresque en anthropologie. Ok. Quel est le message que tu souhaiterais faire passer plus que tout autre? C'est des choses très très simples, mais de faire attention à notre humanité, de faire attention à nos liens, de faire attention à nos relations. Et quand je parle de liens, c'est des liens beaucoup plus élargis qu'avec uniquement les personnes qu'on connaît et qui font partie de notre entourage proche. Mais le lien, il est à développer évidemment avec l'espèce humaine. Qu'est-ce que c'est notre place en tant qu'être humain et de plus prendre conscience peut-être de cette nécessité qu'on a de réfléchir à notre position commune et à notre devenir commun. Hmm. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire? Non, enfin, il y a le Dalai Lama qui dit Never give up, mais il le dit en tibétain et je sais pas comment c'est, mais quand on est à Dharamsala et qu'on achète des cartes postales du Dalai Lama, il y a notamment une carte où il dit Never give up et il le répète assez régulièrement. Et moi, c'est quelque chose que je trouve fascinant et qui m'intéresse et je pense que c'est souvent ce que j'ai essayé de filmer aussi. J'ai beaucoup d'admiration pour l'être humain et ses capacités de résilience et pour sa capacité de reconstruction, de résistance aussi. Et il y a une force que j'ai ressentie chez les premiers exilés que j'ai rencontrés, qui étaient moi les Tibétains que j'ai rencontrés en Inde, qui avaient fui leur pays dans des conditions très souvent dramatiques, extrêmement périlleuses aussi, avec des traversées de l'Himalaya complètement dingues, etc. Et qui n'ont jamais lâché. Et il y a notamment cette femme qui était une prisonnière politique tibétaine qui a eu les jambes cassées après sa prison, etc., et qui a traversé l'Himalaya en rampant, Oh. abandonnée par son groupe et le passeur parce qu'elle n'arrivait vraiment plus à marcher, qui avait un Hmm. peu de farine dans son sac et qui mangeait de la neige mélangée à la farine, et qui a traversé l'Himalaya en rampant comme une chenille
et qui s'est dit allez encore 3 mètres, allez encore 3 mètres, allez encore 3 mètres. Et moi, ça me subjugue et je sais qu'on a cette force-là chacun en nous et que c'est quelque chose d'extrêmement beau. Ça m'émeut beaucoup cette force. Donc ça serait Never Give Up. Never Give Up. C'est quoi le nom de cette femme qui a fait cet exploit, tu connais? C'est Rigzin Nyangdol qui était une des prisonnières tibétaines qui était nonne et qui a enregistré des chansons de propagande dans ses geôles avec ses codétenus qui ont fait le tour du Tibet et le tour du monde et qui ont été extrêmement punis à cause de ça. Donc on les appelle les singing nuns, les nonnes chanteuses. C'est une belle histoire, ça. Ouais. Ton actualité du moment? Ce printemps, je retourne en Himalaya, justement, pour filmer l'arrivée de la route dans les villages que j'avais filmés autrefois et qui étaient autrefois accessibles uniquement à pied. Donc, je vais filmer les bouleversements dus à l'arrivée de la route. Oh, right. Oui, c'est vrai. Je l'ai déjà vu dans un autre documentaire aussi, que la route allait arriver et que ça allait sans doute changer beaucoup de choses. Ouais. Donc, je me réjouis de voir ton documentaire, que tu en feras certainement. Et Ossoul, il n'envisage pas de faire un recueil de poésie, non? Si, Ossoul, il y a un éditeur qui l'a contacté, Actes Sud, pour avoir à la fois les poèmes en arabe d'un côté et la traduction en français de l'autre. Voilà, là, il est maçon, et en fait, il n'a pas le temps de faire le tri dans ses 500 ou 600 poèmes, et donc, il faut qu'il prenne le temps à un moment, mais ces poèmes magnifiques vont être édités un jour. C'est beau, hein, c'est super beau. D'accord. Et où peut-on te retrouver si on veut suivre justement ton actualité? Alors moi, je suis pas du tout dans les réseaux sociaux, de temps en temps sur Facebook, mais pas du tout sur Messenger. Donc surtout n'écrivez rien parce que je réponds pas. Mais par contre, on peut retrouver mes films himalayens sur Internet, sur Slice TV sur YouTube. Oui, je mettrai les liens. Voilà. Et puis, mon actualité, je publie des fois des choses sur Facebook. Mais Marianne Shaw sur Facebook, mais voilà, c'est très peu. Un site web que tu tiens à jour, peut-être? Non, rien du tout. Non plus. Non. Bref, ou alors il faut venir à Briançon. Ah ben voilà, une belle idée. Et passer du temps L'invitation ensemble. est lancée. Voilà. Merci à toi pour ton temps ce matin. Grand merci pour cet entretien. À bientôt. On se donne donc rendez-vous pour voir l'aventure tous ensemble au festival Into the Wild. Il sera projeté le jeudi 9 mars à Wavre. Dans le prochain épisode, on va aussi parler d'un film qui passera au festival Into the Wild. On parlera de ceux qui réalisent leurs rêves. Je suis absolument certaine que tu vas l'adorer. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de ne pas louper cette sortie parce que vraiment, je pense que tu t'en voudrais si tu savais. Alors, à bientôt.